Je faisais la queue pour rentrer au Grand Théâtre Lumière pour assister à la projection de l'après-midi de Les Aigles de la République. Et en fait, en arrivant à la sécurité, on m'a dit que j'avais pas le droit de prendre mon sac à dos. Du coup, je leur ai dit, je prends tous les jours mon sac à dos pour cette projection. Donc, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas le prendre cette fois-ci. Ils ont appelé 2 boss différents. Finalement, ils ont fait une exception. Ils ont quand même pris en photo mon badge, ce que j'ai trouvé un peu intimidant. Ensuite, il m'a dit montez très vite les marches. J'étais un peu secouée par tout ça. Je suis arrivée au balcon du Grand Théâtre Lumière avec ma gourde à la main. Et j'ai fait tomber ma gourde du haut du balcon. Et heureusement, il y avait personne en dessous parce que sinon, je pense que j'aurais très clairement tué quelqu'un. Et ensuite, il y a une employée du 40 cm de destin. À 40 cm de quelqu'un. Et ça a fait un bruit horrible. Et je me suis ridiculisée devant l'intégralité du Grand Théâtre Lumière. Et je pense que maintenant, tout le staff du Palais des Festivals me déteste. Et je vais être radiée à vie du festival. Donc voilà, tout se passe bien. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 5 de Anaïs se fait des films, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes. Après une première semaine ensoleillée qui semblait mettre tout le monde d'accord, ça y est, les orages débarquent sur la Croisette, et avec eux, les premiers gros clashs sur des films. Dans cet épisode, vous pourrez entendre mon interview avec un de mes réalisateurs préférés, Richard Linklater, qui est en compétition à Cannes cette année pour son film Nouvelle Vague. Richard Linklater, c'est un cinéaste texan qui a fait aussi bien de la comédie que du thriller, des films romantiques ou des films d'animation. Bref, c'est un touche-à-tout, je crois que vous avez aussi compris que je l'aime beaucoup, mais c'est surtout un spécialiste du hangout movie et aussi un peu du film de vibes, c'est-à-dire des films dans lesquels on chill et on déambule avec des personnages, généralement le temps de quelques heures ou quelques jours. C'est le cas dans Before Sunset et Before Sunrise, Slacker, Dazed and Confused ou encore mon petit chouchou récent Everybody Wants Some. Je vais aussi vous raconter évidemment ce que j'ai pensé des films vus ces derniers jours et quels sont les films qui buzzent sur la Croisette. Attention, teasing de malade. Mais avant ça, vous avez été nombreux à me demander à quoi ressemblait une journée typique pendant le Festival de Cannes. Alors en hommage à Richard Linklater, roi du hangout movie, je vous propose de traîner avec moi pendant que je tente de survivre à une de mes folles journées cannoises. Il n'y a aucun cours. Non, ça raconte pas rien. C'est bête, c'est opportuniste. Parce que c'est genre, elle a cru que c'était vas-y, je fais ce que je veux. Mais si elle a envie de faire ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. C'est comme avoir un disque d'or, après c'est compliqué pour le truc, t'as un peu la pression. Ça va? Ouais, on va dormir. Ouais. Ce que vous entendez là, c'est la fin de ma soirée. Il est 00h30, la projection d'Alpha de Julia Ducournau est terminée depuis un bon quart d'heure et j'ai les yeux qui brûlent de fatigue. Mais comme souvent, après une projection assez clivante, il y a encore une foule de journalistes qui se traînent autour de la salle de Bussy et qui refusent de partir. Ça parle fort, ça rit, ça s'énerve. En fait, on sent qu'on est tous impatients de débriefer à chaud ce qu'on vient de voir. Forcément, le film était très attendu puisque la dernière fois que Julia Ducournau était à Cannes, elle a gagné la Palme d'Or avec Titane. Ce genre de moment nocturne après une projection, c'est toujours un dilemme pour moi. D'un côté, je compte déjà le nombre de minutes qu'il me reste avant le réveil de demain, environ 358 si ça vous intéresse. De l'autre, je suis quand même curieuse d'entendre différents avis sur le film, et moi aussi j'ai envie de commencer à réfléchir à voix haute à ce que je viens de voir et faire le tri dans mes pensées. Mais en vrai, généralement, je me barre assez vite de ce genre de session débrief, parce qu'on va souvent y entendre des réflexions très nuancées, du genre « c'est sûr c'est la palme » ou « mais non, c'est de la grosse merde ». Alors que les lumières de la salle viennent à peine de se rallumer et qu'on n'a pas eu le temps de digérer ce qu'on vient de voir. Perso, j'aime bien digérer les films, surtout quand ils sont pas communs, et Alpha fait partie de ces films-là. J'y ai vu du très bon, j'ai même pleuré à la fin, et pourtant je suis pas séduite à 100%, bref. Pour ce film-là, j'ai besoin de laisser mon avis décanter, et c'est pas toujours possible de faire ça quand il est minuit passé et que les gens autour de toi hurlent des avis très catégoriques sur le film. Après, je ne juge pas, j'ai aussi été cette personne qui hurlait à qui voulait bien l'entendre que The Substance, c'était génial, et que si vous n'aviez pas aimé, vous aviez tort. Mais je commence par la fin en fait. Je vous propose de revenir au début grâce à un incroyable effet spécial rembobinage. Ma journée démarre comme tous les jours à Cannes à 6h58 précisément.
Pourquoi 6h58 ? Parce qu'à 7h, c'est l'ouverture de la billetterie en ligne. C'est un système qui a été mis en place après le Covid. Avant, il fallait tout simplement faire la queue devant les salles de projection et ça pouvait durer des heures. Forcément, après la pandémie, tout ça a été un petit peu revu pour qu'on évite de passer autant de temps collés les uns aux autres. C'est un changement qui est plutôt favorable, mais le système peut aussi s'avérer parfois un peu cruel. Il y a des jours où tout se passe bien, on arrive à réserver nos places. Et puis, il y a des jours où, à 7h00, tout est déjà réservé, on ne comprend pas trop comment. Et là, je vous dis pas le sentiment de désespoir profond quand je réalise qu'au lieu de 6h58, j'aurais pu me réveiller à 7h08. Oui, parce qu'en vrai, le maximum de grasse mat autorisé en ce qui me concerne, ça va être 7h15, vu que mes journées sont généralement aussi chargées que les gin tonic de la plage Magnum. En l'occurrence, hier soir, je n'ai rien bu, mais ce matin, ça pique quand même. Ici, mes nuits ne sont pas vraiment des nuits, plutôt des TikTok en termes de longueur. J'aime bien dire qu'à Cannes, on ne dort pas, on ferme les yeux. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que je commence à avoir. Après une semaine de festival, j'ai l'impression que sortir de mon lit est littéralement une mission impossible, vous l'avez j'espère, et que chaque matin, je dois essayer de m'extirper de sable mouvant, tel l'Indiana Jones de la Croisette. Attends, tu ne bouges plus. Bougez, faites l'espace fait s'enfoncer. Non, je crois que je peux sortir de là. Arrête, si j'arrive à... Tu crées une aspiration, c'est comme essayer de soulever une voiture, reste calme. D'accord, je suis calme. Bouge plus. Comme tous les matins, ma première projo est à 8h30, mais j'essaye de l'échanger contre une projo du même film à 11h15, ce qui me permettrait de bosser tranquillement avant mon premier film. Oui, on en est au stade où bosser tranquillement est une phrase presque érotique, et aussi un rêve lointain qui ne s'accomplit jamais. Mais j'ai beau appuyer frénétiquement sur ma touche refresh, aucune place pour 11h15 ne se libère. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'ai envie d'abandonner, un peu comme un personnage secondaire de film de guerre, de dire « laissez-moi là, c'est pas grave, continuez sans moi ». J'hésite à juste sécher le film. En même temps, c'est un film de compète et je suis sur une grille critique, ce qui veut dire que tous les jours, je donne une note au film que je vois et cette note est ensuite publiée avec celle de mes confrères. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de voir mes notes. Et donc, comme je dois répertorier tous les films que j'ai vus, j'essaye d'être aussi exhaustive que possible et je culpabilise un peu à chaque fois que j'en saute un. Les minutes passent, j'hésite encore, je suis toujours à l'horizontale avec une paupière collée et l'autre à l'envers. Si je me motive vraiment pour la séance de 8h30, ça va commencer à devenir très critique. Il faut que je me douche, que je m'habille, que je prenne un café, que je grignote quelque chose, puis que je marche une quinzaine de minutes jusqu'au palais. Bon, allez, j'y vais. Je me dis, t'es venu ici pour voir des films, pas pour dormir. Je me douche et je pars à l'arrache parce qu'avec toute cette hésitation, évidemment, je suis très en retard. Baby, you are gonna miss that plane. Finalement, à 8h26, alors que j'arrive devant ma projo de 8h30, une place pour la séance de 11h15 tant convoitée se libère enfin. Bon, changement de programme. Maintenant que je suis réveillée, dehors, douchée et habillée, je vais aller bosser au palais et puis je rattraperai le film à 11h15 une fois que je serai un peu plus caféinée. Il est désormais 11h, j'ai déjà avalé 2 cafés format familial, mais j'ai l'impression qu'ils ne me font aucun effet. Mais là, pas le choix, je peux plus reculer, il faut vraiment que j'aille voir le film que je devais voir ce matin. Le film, je précise, dure 2h40, et ça, quand on est fatigué, c'est vraiment pas sympa. C'est pas une durée de film, c'est une incitation à la haine en fait. En temps de chien, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que ça équivaut à au moins 4 ans. Bref, je vais voir le film, et je réussis à ne pas trop m'endormir devant, ce qui mérite, je pense, une standing ovation. Les lumières se rallument, il est presque 14h, et comme je suis une personne très sage qui apprend de ses erreurs, je me dis que manger un vrai repas, ça peut être pas mal. Oui, normalement à Cannes, on ne se nourrit que de café et de 7e art, mais bon là je triche. En fait, la culpabilité, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et quand je mange à Cannes, j'ai l'impression de perdre du temps parce que mes mains sont mobilisées par mon panini, alors qu'elles pourraient être en train d'écrire. Oui, on en est là. Mais le repas, au-delà du fait qu'il me permet de survivre physiquement, c'est aussi un moment assez précieux parce que je peux parler des films avec mes potes. Et vu la quantité d'images, d'idées et de sons qu'on accumule chaque jour, pouvoir en discuter en groupe, c'est pas rien. C'est le film qui a sorti avec le prix du scénario, tu l'as pas compris. Moins il y en a, plus c'est vous avez vu quand c'est écrit. Ah non, on a pas vu. Du scénario. C'était ça pour le cinéma, pour le Farda. Oui, mais c'est les femmes. Ça, c'est une malédiction des femmes. Les hommes ne souffrent pas de cette malédiction. Ouais, voilà. Sound of Falling, c'est possible qu'il ait scénario. Et en même temps, c'était pas non plus. Le seul problème quand on parle de films entre critiques ciné, c'est qu'on se met mutuellement des énormes tunnels, un peu comme ce que je suis en train de vous faire là d'ailleurs, et que le temps passe à toute vitesse. Du coup, j'ai pas eu le temps de bosser, mais il est déjà l'heure d'aller à la projection suivante, une projection de gala avec l'équipe du film en Grand Théâtre Lumière. C'est le fameux moment où je me prends la tête avec la sécurité au pied du tapis rouge pour pouvoir garder mon sac à dos et que je manque de commettre un homicide involontaire avec ma gourde.
Je vous cache pas qu'à ce moment-là, cette journée commence un peu à me taper sur le système, et en haut de la liste déjà conséquente de mes angoisses, je peux désormais ajouter être fiché S du Palais des Festivals. You know what's next? It's my fucking funeral! Allez hop, fin de la projo numéro 2, c'est pas tout ça, mais il faudrait quand même aller bosser. Je cherche donc un endroit calme dans le palais pour enregistrer le podcast qui se retrouvera dans vos oreilles quelques jours plus tard. Et trouver un endroit calme à Cannes, c'est pas si évident que ça. J'ai envie de vous faire une millième blague sur Mission Impossible, mais je pense que vous en avez sans doute assez. Pour vous donner une idée, ça, c'est le bruit d'ambiance en salle de presse quand il y a une montée des marches qui se déroule juste à côté, c'est-à-dire globalement toute la journée. Nickel pour bosser, non ? Non, on est d'accord. Je me relocalise donc au dernier étage du palais, là où il y a ce qu'on appelle la terrasse des journalistes. C'est un lieu un peu moins studieux que la salle de presse, où l'on se retrouve plus souvent pour parler et boire des coups que pour travailler. Mais comme c'est très haut dans le bâtiment, on n'entend pas le bruit de fond de la croisette et du tapis rouge, donc niveau acoustique, pour moi c'est parfait. Enfin presque. Je suis pas sûre, c'est à vérifier, mais je crois que quand Jean-Paul Sartre a écrit « L'enfer, c'est les autres », c'est parce qu'il avait essayé d'enregistrer un podcast à Cannes. Je me pose d'abord dans un coin reculé de la terrasse pour enregistrer le podcast, mais je me suis pas rendu compte que j'avais choisi l'endroit avec la meilleure vue sur le port. Du coup, toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui se pointe pour prendre une photo pendant que je parle, ou quand c'est quelqu'un que je connais pour me dire bonjour, et j'ai un peu du mal à me concentrer. Yes. En fait, c'est surtout un portrait assez sombre de la société japonaise, mais à travers le regard curieux et innocent d'une enfant. On ne juge pas. Laissez-moi tranquille. Ouais. 5 minutes, ouais. J'arrive. Après environ 153 tentatives, je me dis que je devrais peut-être trouver une solution de repli. Et comme je suis une journaliste intrépide, je repère un petit spot planqué à l'arrière de la terrasse, avec une cour vide et des chaises juste à côté des bennes à ordures. En fait, c'est là que le staff du palais fait ses pauses, donc techniquement, j'ai pas le droit d'y être. Mais honnêtement, ça fait un studio d'enregistrement parfait, et pour l'instant, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour avoir un peu de calme. Enfin, encore une fois, ici, tout est relatif. Je me cache derrière la poubelle en espérant que personne vienne m'emmerder. Putain, il y a même un siège derrière la poubelle, c'est trop bien. Il y a un mec qui est en train de FaceTimer maintenant, j'ai envie de me buter. Je vais buter tout le monde, j'en peux plus. Maintenant, c'est la pause clope des pompiers. Voilà. J'enchaîne direct, au cas où il y aurait encore, je sais pas, le maire de Cannes qui voudrait se pointer. C'est un film très bien écrit et très drôle, pour le coup. Allez, c'est reparti. Je refais tout au cas où. Le temps que quelqu'un d'autre débarque. Alors que j'en suis à mon 198 millième enregistrement avorté et que ma santé mentale se désagrège de minute en minute, l'attaché de presse de Richard Linklater m'appelle pour me demander si je peux venir plus tôt pour faire mon interview. Barbarella de Roger Vadim, film de vibes, Song to Song. Allô ? Ça, c'est le moment où elle m'a appelé alors que je lisais mon texte sur mon portable. Je sais pas si vous pouvez entendre mon désespoir, mais ça commençait à être un peu critique. Je suis en pleine session studio poubelle, à 15 minutes à pied du lieu de l'interview, et je n'ai pas encore pris le temps de réécrire mes questions au propre. Là, on arrive à ma 3e ou 4e crise de panique de la journée. Mais bon, quand on me dit que si je viens plus tôt, je pourrais gratter un peu plus de temps avec Linklater, la question, elle est vite répondue. Ciao la poubelle, direction l'hôtel Marriott, pour retrouver celui que j'ai décidé de renommer Linky, parce que ça va plus vite et parce que c'est super mignon. Il faut prendre plusieurs escalators et ensuite un ascenseur. Et il faut passer plein de sécurité. Mais à la fin, ça vaut plutôt le coup. Évidemment, quand on arrive à l'entrée de l'hôtel, parce que l'interview se fait au Marriott, il y a un mec qui te demande pourquoi t'es là, parce que évidemment, je ne suis pas habillée comme quelqu'un qui loge au Marriott. Donc c'est toute une histoire. J'arrive en nage car il fait très chaud et très fébrile parce que je m'apprête à interviewer quelqu'un que j'admire beaucoup. Je vous le disais dès le premier épisode de ce podcast, une de mes plus grosses attentes à Cannes cette année, c'était Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater. Un joli garçon, une jolie fille. Paris, 1959. Une salle de sport, un réalisateur, une caméra, de la pellicule, un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent, une belle américaine et une belle américaine. Nouvelle Vague.
un film de Richard Linklater, un film de cinéma. Et je suis ravie de vous annoncer que j'ai adoré le film, Une petite douceur au milieu du festival. C'est une comédie légère, drôle et charmante, filmée en noir et blanc, qui raconte la production d'À bout de souffle de Godard. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous disais qu'on pouvait tout de suite entendre la différence entre les applaudissements polis et un peu artificiels à la fin d'une séance et les applaudissements vraiment enthousiastes. Là, après la projo de Nouvelle Vague, j'ai vraiment senti cette différence. Certes, c'est pas très surprenant qu'un film sur le cinéma plaise à un parterre de critiques ciné, mais pour l'instant, je crois que c'est les applaudissements les plus nourris que j'ai entendus pour un film de compète cette année. Et je me sens donc incroyablement chanceuse de pouvoir en parler avec Richard Linklater, qui s'excuse tout de suite d'être très fatigué en arrivant, comme quoi à Cannes, personne n'est épargné. En m'entendant parler anglais, il me demande où je vis, j'en profite pour caser que j'ai vécu à Austin. On se met à papoter un petit peu, et puis je lance l'interview parce qu'à Cannes, chaque minute compte, et on ne m'en a donné qu'une grosse dizaine. Est-ce que c'était intimidant de s'attaquer à un film et à un cinéaste aussi légendaire ? Bizarrement, pas vraiment. Parce que ce que je raconte, ce sont les débuts. J'ai juste fait un film sur quelqu'un qui réalisait son tout premier film. Je ne faisais pas un film sur une icône. L'idée, c'était de faire descendre tout le monde de son piédestal, Belmondo, Seberg. Ils débutent tous, ils ne savent pas encore si tout ça va marcher. C'est un peu une origin story, en fait. Bien sûr, ils sont en train de créer un chef-d'œuvre, mais eux ne le savent pas. Oui, c'est sans doute ce que Godard espère. C'est ce qu'on espère tous avec notre premier film. Tout le monde te regarde en se demandant si tu sais ce que tu fais. Et tu sais ce que tu fais, mais ça ne se voit pas forcément. C'est un moment précaire, exaltant et très incertain. Donc pour moi, c'était comme avoir de nouveau 20 ans et faire mon premier film une nouvelle fois. J'ai un peu oublié tout ce que je savais pour me replonger dans cette sensation. C'était un petit exercice amusant entre histoire personnelle et histoire du cinéma. Est-ce qu'il y a des clichés de la nouvelle vague que vous vouliez éviter ? Pas vraiment. J'aime les clichés de la nouvelle vague. Ce ne sont pas des clichés, c'est ce qu'on voit à l'écran en fait. C'est une histoire très bien documentée. On n'a rien inventé, il y a tellement de documentation. Oui, vous n'êtes pas en train de révéler des choses secrètes sur la nouvelle vague. Exactement, c'est pas un exposé. Il y a tellement de mémoires, d'écrits. C'était plus une question de choisir les bons moments. Mais c'était fun de faire quelque chose de tellement basé sur des faits. On avait les rapports de tournage, on savait combien de prises avaient été faites pour chaque plan. Donc on se disait juste, on tourne la prise 3. En fait, c'était un film dans un autre film. Oui, c'est rassurant d'avoir autant de recherches à votre disposition. Carrément. J'arrêtais pas de dire aux acteurs, détendez-vous, Godard est un inconnu, vous ne savez pas qui il est. C'est juste un auteur qui tente son premier film. Peut-être que ce sera bien, peut-être pas. Ce sont juste 20 jours de votre vie. De toute façon, chaque film est un saut dans le vide. Et votre tournage à vous, il a duré combien de temps ? On n'a pas pu le faire en 20 jours, malheureusement. Pour nous, il y avait du son et il fallait recréer 1959. On ne pouvait pas juste débarquer dans le Paris de l'époque et filmer. Mais bon, 30 jours au total. C'est pas mal quand même. Oui, le film dure un peu plus de 90 minutes. Mais oui, je suis fier, c'était une production à petit budget, très économe. Et tout le monde a bossé dur. Oui, d'ailleurs, la reconstitution est incroyable. Oui. Ça a dû demander un boulot énorme. Oui, le département artistique mérite une médaille. Les costumes, les coiffures, les véhicules, tout. Mais on a eu beaucoup d'aide. Les gens ont été très généreux. Par exemple, la caméra qu'on voit dans le film est celle qui a servi à tourner À bout de souffle. Ah oui, vraiment ? Oui, la Caméflex. Une Harry Caméflex. C'est la caméra d'À bout de souffle. On l'a eu grâce aux archives de Raoul Coutard. Il nous l'a tout simplement prêté. C'est assez stylé. Incroyable, non ? Quelqu'un m'a dit, après avoir vu le film, que c'était un peu le guide de la nouvelle vague pour les nuls. Et je lui ai dit, bah oui, ça tombe bien, la nulle, c'est moi, en fait. J'aime bien les guides pour les nuls, j'en ai lu pas mal. Quand tu ne connais pas trop un sujet, t'as juste besoin d'un aperçu et des moments clés. C'est pas bête, c'est de l'information. C'est une bonne manière de démarrer. Si tu as 18 ans et que tu découvres le cinéma, tu peux regarder ce film et ensuite tu remontes le fil pour découvrir tous ces gens et tous ces films. Tout le monde est mentionné dans le film, tous les gens du cahier du cinéma. Et c'est pour ça que vous vouliez écrire les noms de tous les personnages quand vous les présentez au début. Oui, ils sont tous égaux aussi. Dans la scène où je les présente, il y a beaucoup de grands cinéastes dans cette pièce. Jacques Rosier, par exemple, c'est un de mes préférés en ce moment. Ils sont tous là. Le film est ponctué de petits aphorismes de Godard, de phrases pleines de sagesse, entre guillemets. Est-ce que lui-même vous a inspiré quelques leçons de cinéma ? Oui, pour mon premier film, j'avais publié une sorte de manifeste, plein de citations. Elles n'étaient pas toujours de cette époque, mais il y avait beaucoup de citations de Godard. Une que j'aime particulièrement, c'est quand un passant lui demande « Que filmez-vous » Et il répond « Un documentaire sur Belmondo et Seberg qui jouent une fiction ». J'ai dit la même chose à mes acteurs pour mon premier film. Je fais un documentaire sur vous qui jouez cette situation fictive. Godard est très citable en fait. C'est votre première production en français, même si vous avez déjà tourné à Paris. Là, il fallait diriger des acteurs qui jouent en français. C'était assez différent, non ? Oui, c'était différent, mais amusant.
Peut-être que je suis plus vieux, plus confiant. Mais ce n'est pas du tout un souci. Disons que parmi les 30 choses qui pouvaient m'inquiéter, ça arrivait genre en 24e position. Ah oui, c'est quoi le top 3? Trouver le bon casting, la météo, le budget. Il y a plein de trucs qui font vraiment stresser. Non, tourner en français, c'était comme choisir une palette de couleurs. Choisir quelle allait être la texture, le son du film. Pendant le tournage, je savais exactement ce que disaient les acteurs parce qu'on avait répété et j'avais le script traduit. Je voyais une version sous-titrée dans ma tête. Et ça sonnait comme du cinéma pour moi. Et mon équipe, ma script, ma productrice, ma monteuse et les acteurs eux-mêmes, me confirmaient si une prise était bonne ou non. Quand je n'étais pas sûr, je demandais aux autres. Je n'ai pas vu ça comme une barrière. Ça m'a permis de me concentrer sur l'image. Comme on dit, si tu perds un sens, les autres se développent. C'est ce que j'ai ressenti. Une sensation unique, très cool. Parfois, quand un réalisateur change de langue, on le sent, ça crée un petit malaise dans l'écriture des dialogues. Mais là, pas du tout, ça fonctionne vraiment bien. Merci. On a beaucoup travaillé pour atteindre cette Frenchness. Au début, je me disais, les Français vont détester. Je ne veux pas montrer ce film en France, ils vont détester le fait que ce soit fait par un Américain. Ils vont se dire, mais c'est qui celui-là? Et puis, plus j'avançais, plus je réalisais, ah, mais ils aiment bien. Parfois, un regard extérieur peut saisir quelque chose de différent. J'aime cette époque, ces cinéastes, et je n'ai pas de complexe d'Oedipe avec eux. Oui, parce qu'ils ne sont pas mon père, plutôt des oncles éloignés. Je les admire, mais je ne suis pas en conflit avec eux. Je suis juste un fan comme les autres. Donc je suis arrivé libre. Et ça reste un film de Linklater, c'est-à-dire que c'est charmant, c'est drôle, c'est léger. C'est un hangout movie. Exactement. C'est mon genre de prédilection. Et là, je me disais, on traîne avec la nouvelle vague. Je me demande toujours, qu'est-ce que ça faisait d'être là? C'est mon point de départ pour chaque film, surtout un film historique. On essaie de capturer à quoi ça aurait pu ressembler. Et là, on avait tellement de documentation. Justement, je voulais vous demander comment vous définiriez votre style, parce que vous avez fait beaucoup de projets différents, mais on reconnaît toujours votre patte. On ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même, pour le meilleur ou pour le pire. Je m'excuse souvent auprès de l'équipe. Désolé, mes compétences s'arrêtent là. Ça révèle tes forces et tes faiblesses, ça c'est sûr. Il faut être aligné avec son sujet. Et j'ai toujours senti que ce film m'appartenait, même si sur le papier, ça ne paraissait pas évident. Mais j'y venais en tant que fan. Quand on y pense, À bout de souffle est une lettre d'amour de Godard au film de gangsters américain. Il le dédie à Monogram Pictures, donc un studio de série B, des films un peu pourris à petit budget. C'était son genre. Et moi, mon genre, c'est probablement la nouvelle vague. That was his genre, and then my genre would probably be the French New Wave. Are you familiar with the Raoul tradition in Cannes? Est-ce que vous connaissez la tradition de Raoul à Cannes? En fait, dans la salle de Bussy où il y a les projections de presse le soir, la tradition, c'est de crier Raoul juste avant le début du film. Et personne ne sait vraiment pourquoi. J'ai posé la question à plein de gens. Il y en a qui pensent que Raoul, c'était un projectionniste, d'autres un critique. Et j'ai déjà entendu que c'était peut-être un hommage à Raoul Coutard, le chef-op d'À bout de souffle, qui est aussi un personnage de votre film. Et plusieurs personnes peuvent crier? Oui, en fait, ça commence par une personne qui crie, et puis souvent, il y en a d'autres qui la suivent. Et ça se passe juste après la musique d'introduction du festival. J'adore cette histoire. Et hier soir, beaucoup de gens l'ont fait avant votre film. Ah oui, j'imagine. David, mon chef-op, m'a tout de suite dit que Coutard était son préféré. Je lui ai dit, ouais, moi aussi. Et l'acteur qui l'incarne est parfait. Il a ce côté joyeux, rieur. Il a la personnalité parfaite pour incarner un chef-op, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours prêt à tout. Ready to do anything, you know. Voilà, j'ai rencontré Richard Linklater. Je suis un peu sur un petit nuage, mais j'ai pas trop le temps de savourer, parce que je dois immédiatement repartir bosser sur un article et sur les parties du podcast qu'il me reste à enregistrer. J'ai pas le temps de repartir tout en haut du palais, donc on n'aura pas l'acoustique de la benne à ordures cette fois-ci. Tu me manques. Comme souvent, je réalise que je n'aurai pas le temps d'aller manger avant ma projo de 22h parce que j'ai juste trop de boulot. Je commence à fantasmer en pensant à la possibilité de manger une salade, des légumes, quelque chose de vert. Mais comme d'hab, la seule option faisable en peu de temps, c'est de défoncer une glace en 45 secondes près du palais en espérant que le shot de sucre me permettra de tenir jusqu'à la fin de la soirée. Je prends un sorbet citron, je me dis que ça compte presque comme un légume. Et puis après, il est temps d'aller voir Alpha. Là, je suis dans la queue pour aller voir Alpha de Julia Ducournau. Et généralement, je suis toujours assise à côté de gens que je connais, mais là, j'ai envie de me faire le film seule. Donc je vais aller me trouver une petite place assez proche de l'écran. Je traîne plutôt avec des gens qui aiment pas être tout près de l'écran, mais moi j'aime bien. Surtout pour les films d'horreur ou les films dont je sens que visuellement ils peuvent un peu péter. Donc là clairement j'ai pas du tout envie de me mettre à une place qui ne me satisferait pas à 100%. J'espère que je vais trouver le meilleur siège possible pour cette expérience. On n'en a pas trop parlé, mais le choix de la place à Cannes, il est effectivement très important, puisqu'on n'a pas encore inventé un moyen pour survivre sans boire de l'eau. Il faut forcément s'hydrater de temps en temps, d'où la gourde homicidaire d'ailleurs. Mais quand on doit enchaîner des films et des interviews sans pause toute la journée, on est forcément un peu obligé de martyriser notre vessie. Ouais, je vous avais dit que je vous parlerais de ma vessie, mais on peut l'appeler Corinne si ça vous gêne moins.
Le truc, c'est que si on est assis en milieu de rangée et que Corinne commence à faire des siennes, la projection va vite se transformer en enfer pour moi et pour tous les gens que je vais devoir déranger pendant le film. Donc, règle numéro 1, on essaie toujours de choper un siège sur le bord. Autre règle importante, pour ne pas choper d'infection urinaire pendant le festival et optimiser au maximum le temps passé aux toilettes, oublier les vêtements trop serrés, choisir méticuleusement le moment où l'on boit, genre pas 5 minutes avant le film, et éviter les combis, les salopettes, les bretelles, bref, tout ce qui vous demandera un processus de déshabillage un peu trop complexe. Je sais pas si le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est important. Cette fois-ci, en tout cas, c'est bon, je suis stratégiquement déshydratée, bien habillée et j'ai trouvé un siège très près de l'écran, en bout de rangée, bref, la perfection pour découvrir le nouveau film de Julia Ducournau. Minuit et quelques, le film est fini, je sors de Projo et la suite, vous la connaissez, c'est le débrief des films. D'ailleurs, ça vous dit que je vous parle un peu de tout ce que j'ai vu ces derniers jours ? I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Bon, je pense que vous l'aurez compris, le film clivant aujourd'hui, c'est clairement Alpha. C'est le nouveau film de Julia Ducournau qui avait gagné la Palme d'Or il y a quelques années avec Titane. Donc forcément, c'était un des films les plus attendus de la compétition. Et il a été reçu de manière assez mitigée. Ça se passe au Havre dans les années 80 et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui pense avoir été infectée par un virus qui se transmet notamment par les aiguilles et par les rapports sexuels. C'est une allégorie très évidente sur le sida. Et c'est un film assez surprenant. Julia Ducournau, elle est connue pour avoir plutôt réalisé des films d'horreur. Là, c'est un film qui contient certains éléments horrifiques, mais c'est nettement moins horrifique que ce qu'elle a fait auparavant. C'est aussi un film qui est beaucoup plus bavard. On était habitué à des films avec assez peu de dialogue. Et là, pour le coup, ça parle pas mal, en français et en berbère. C'est un film qui, selon moi, a plus d'émotions que ses films précédents. Et j'ai pas été absolument séduite partout. Il y a des choix qui paraissent étranges, en fait, dans le film. J'en suis ressortie quand même avec beaucoup de curiosité. Et je pense que ça, c'est toujours bon signe. C'est-à-dire qu'en le voyant, j'avais envie de poser plein de questions à Julia Ducournau, de comprendre pourquoi elle avait fait certains choix. Et je me suis souvenue du ressenti que j'avais eu en voyant Titane. À l'époque, j'avais été très déroutée, notamment par la structure du film. J'avais l'impression qu'elle respectait pas les règles, entre guillemets. Je me disais, mais on n'est pas censé faire un film comme ça. Et la deuxième fois que j'ai vu Titane, ça m'a paru absolument limpide. Et donc, je me demande si revoir Alpha une deuxième fois, ça n'aura pas le même effet. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté le film. En tout cas, c'était clairement l'impression que j'ai eue à la sortie. Et d'ailleurs, dès que j'ai rallumé mon téléphone, j'ai vu des messages d'autres amis qui étaient là, qui ont dit « mais c'était quoi ce film ?» Et j'ai tout de suite eu envie de le défendre. Et je me rends compte que quand j'ai un instinct protecteur tout de suite envers un film, c'est qu'a priori, même si j'étais pas sûre de l'aimer, il m'a fait quelque chose. Le signe le plus clair pour moi, c'est que j'ai pleuré à la fin. J'étais un petit peu dubitative dans la deuxième partie et la fin m'a vraiment émue. Je l'ai trouvée très très belle. C'est un film qui est très poétique, qui est sans doute imparfait, mais qui est très singulier. Et ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est toujours important pour moi. Les images sont très belles, le casting est excellent. Il y a une palette de couleurs très intrigante, très maîtrisée, une lumière froide, donc qui est un petit peu déstabilisante. C'est pas forcément le film le plus facile à regarder, mais on y trouve vraiment plein de choses intéressantes. C'est un portrait de famille sur une mère célibataire, sa fille et son frère, qui essayent de lutter justement face à ce virus et face aux idées reçues qu'il pourrait y avoir sur ce virus. Il y a plein de choses dans l'intrigue qui ne me semblent pas faire sens. Et il y a peut-être des défauts d'écriture. Mais en fait, là, ça fait 1 ou 2 jours que je l'ai vu et j'en retiens plein d'images, plein de moments très forts. Un moment sur des échafaudages qui m'a beaucoup tendu, des plans d'une grande beauté, une grande créativité aussi dans la manière dont elle dépeint ce virus. Je suis loin d'avoir eu un coup de cœur pour le film, mais je le trouve vraiment intéressant et je suis déjà impatiente de le revoir. Il y a aussi le film à côté duquel je suis passée, malheureusement. Il y en a un tous les ans et généralement, c'est la fatigue qui fait que, même si le film est génial, je n'arrive pas à m'investir dedans. Et ce film-là, cette année, c'est Les Aigles de la République de Tariq Saleh. C'est un réalisateur égyptien qui avait réalisé La Conspiration du Caire, que j'avais beaucoup aimé. C'était un film qui avait une petite vibe Harry Potter à l'école des imams, puisque ça parlait d'un étudiant au Caire qui se retrouvait impliqué malgré lui dans une conspiration politico-religieuse. Là, c'est un petit peu similaire, sauf que cette fois-ci, ça parle d'un acteur très populaire en Égypte qui accepte à contre-cœur de jouer dans un film à la gloire du président Al-Sisi et qui se retrouve donc lui aussi mêlé à des jeux de pouvoir. Le casting est super. J'ai pas dormi devant le film.
Mais il y a eu des moments où j'avais du mal à vraiment m'investir dedans. Je ne sais pas comment expliquer, mais le film passait devant mes yeux, mais je ne le voyais pas vraiment. C'est un état de fatigue très, très bizarre et difficile à décrire quand on n'a pas vécu une expérience de festival. Mais voilà, je pense que j'avais le regard un peu vitreux à certains moments et je crois que j'ai raté 2 ou 3 moments, brefs, mais très importants pour comprendre l'intrigue. Et donc à la fin, j'étais un peu désorientée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Et donc c'est terrible comme sentiment parce que je crois bien que le film est bien, mais malheureusement, j'ai pas réussi à l'apprécier entièrement. Donc il faudra sans doute que je le revoie une fois sorti de ce festival. La bonne trouvaille, ou la petite pépite, c'est Nuit obscure de Sylvain Georges. C'est un documentaire sélectionné à l'Acide, un documentaire en noir et blanc qui dure presque 3 heures. Alors comme ça va peut-être vous faire fuir, mais c'est vraiment fascinant et c'est une des meilleures choses que j'ai vues à Cannes depuis le début du festival. En gros, Sylvain Georges a suivi pendant assez longtemps des migrants marocains mineurs. Et là, c'est le dernier volet d'une trilogie. Moi, j'ai pas vu les précédents. Et dans ce volet-là, on les suit à leur arrivée à Paris. Et on les voit notamment zoner autour de la Tour Eiffel, essayer de passer le temps, raconter un peu leurs expériences, leurs périples. On les voit sombrer dans l'addiction, on les voit se battre parfois, on les voit pleurer. C'est un film qui est aussi sombre que son titre, Nuit obscure. Et c'est pas toujours facile à regarder, mais c'est forcément fascinant parce que ces gens-là, on les côtoie tous les jours quand on habite à Paris, on les croise dans la rue et d'ailleurs on les voit, ces jeunes garçons, croiser des touristes dans un plan sur 2, des touristes qui les calculent même pas. Et donc c'est un film qui m'a un peu brisé le cœur et que j'ai trouvé assez bouleversant parce que c'est des jeunes qu'on croise partout à Paris ou dans les grandes villes, mais auxquels on s'intéresse sans doute pas assez. Et là, c'est un documentaire qui dure presque 3 heures et qui nous immerge complètement dans leur vie à eux, dans leur quotidien. C'est pas toujours facile à regarder, mais c'est extrêmement fort. Et j'aurais pu regarder 2 heures de plus sans problème. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de voir Nuit obscure de Sylvain Georges, je vous le recommande chaudement. Il y a aussi, généralement, dans un festival, toujours un film sur lequel ma colère va se déchaîner un peu sans raison. Et cette année, le film qui a pris pour tous les autres, c'est Dangerous Animals. Oh my God, I can't believe I let you talk me into this. It's gonna be a great experience. Yeah. All right. All right, crew. There's still one thing we need to take care of. I promise you it'll help. Close your eyes. Take a big, deep inhale. And out. And in. And out. Welcome aboard. Un film d'horreur présenté à la quinzaine. Généralement, j'aime bien me faire des petits films d'horreur à Cannes. C'est un petit rituel, une petite tradition pour me détendre entre tous les films parfois très exigeants qu'on peut voir. J'ai des très bons souvenirs d'avoir vu Climax de Gaspard Noé, d'avoir vu The Lighthouse de Robert Eggers à Cannes, d'avoir vu Green Room il y a longtemps aussi, et c'était un super moment. Là, j'y suis allée un petit peu pour ça. C'était une projo de 22h30, mais je me suis dit, ça va me laver le cerveau, ça va me faire du bien de voir un film d'horreur. Apparemment, c'était un film de requin. Et je comptais beaucoup sur ce film pour me divertir. Et en fait, j'ai été assez déçue. Déjà, ça m'a rappelé qu'il faut faire la distinction entre film de requin et film dans lequel il y a des requins, parce que c'est pas du tout un film de requin. C'est plutôt un film qui parle d'un serial killer. Et j'ai trouvé ça extrêmement conventionnel. Et la salle était très réceptive. Et je crois que j'étais très fatiguée, sans doute un peu hormonale. Et plus les gens autour de moi réagissaient positivement, plus ça m'énervait. Et j'avais envie de leur dire, mais vous avez jamais vu un film d'horreur, c'est pas possible. Donc voilà, je me suis transformée moi aussi en vieille snob aigrie qui déteste la joie. Ce film m'aurait parfaitement diverti un dimanche soir chez moi, mais là j'avoue que j'en attendais autre chose. J'ai trouvé que c'était assez convenu, je voyais tout venir à l'avance. C'est un film qui se reposait beaucoup sur des jumpscares très artificiels et je déteste les jumpscares. Je trouve que c'est rarement bien exécuté dans les films d'horreur modernes et là j'ai trouvé que c'était un bon exemple de film qui utilise des jumpscares de manière un petit peu inutile et qui a du mal à créer de l'horreur autrement qu'avec les jumpscares. Voilà, c'est le film qui m'a rendue très aigrie et j'en suis désolée. Et enfin, l'énorme coup de cœur de ces derniers jours, c'est Love Me Tender d'Anna Cazenave-Cambé. C'est un film adapté du roman de Constance Debré qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et ça parle d'une mère célibataire qui va perdre la garde de son enfant parce qu'elle est lesbienne et qu'elle annonce à son ex-mari qu'elle est lesbienne maintenant qu'elle a des relations avec des femmes. Et son ex-mari le vit tellement mal qu'il fait tout pour la séparer de leur fils.
Le personnage principal est joué par Vicky Krieps, qui est phénoménale dans le rôle. Et donc c'est un film qui nous dit qu'encore aujourd'hui, la féminité doit être contrôlée et cantonnée à certaines règles très spécifiques. Que si on est une femme et une mère et qu'on a envie d'être une femme et une mère qui aime les femmes, qui délaisse une carrière d'avocate pour se consacrer à la création et à l'écriture, qui veut sortir un petit peu des clous, on va nous l'interdire et on va nous le reprocher. Et donc forcément, c'est très très violent à regarder parce que on ressent une rage mais immense en regardant le film et on ressent toute la rage du personnage joué par Vicky Krieps. Je suis émue encore en parlant alors que je l'ai vu il y a quelques temps le film. Vraiment, c'est d'une puissance folle, très très bien écrit, très bien incarné. La musique originale est excellente. J'ai été bouleversée en sortant du film. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que j'avais parlé à Ariane dans le premier épisode et je lui avais demandé quel était le dernier film qui l'avait fait pleurer. Et elle m'avait dit, on vient de le voir toutes les deux. Et effectivement, c'était Love Me Tender. On a toutes les deux pleuré ensemble en le regardant. Je ne peux que vous recommander ce film et je vais vous en reparler puisque j'ai interviewé Anna Cazenave-Cambé et Vicky Krieps. Elles étaient passionnantes et donc vous allez pouvoir entendre leur interview sur ce film. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à Richard Linklater d'avoir répondu à mes questions. Merci à mes confrères et consoeurs d'avoir été enregistrés plus ou moins à leur insu pendant nos conversations informelles. Merci à François Potier d'avoir doublé Richard Linklater. La superbe musique de Love Me Tender que vous entendez à la fin de l'épisode a été composée par Maxence Dussert. On se retrouve dans 2 jours. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et sachez qu'après avoir enregistré cet épisode, je suis allée manger une salade et j'étais très contente de pouvoir enfin ingérer un légume vert, donc tout est bien qui finit bien. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit? Ouais? Anaïs, elle se fait des films! Mais non!